Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons commencer cette série de cours sur l'homéostasie hydroélectrolytique du milieu intérieur par l'équilibre hydrique, qu'on appelle également la balance en eau, et qui sert à maintenir constante l'osmolarité de nos liquides corporels. Pour maintenir le volume d'eau de notre organisme constant, nous devons consommer autant d'eau que nous en excrétons. Autrement dit, les entrées doivent être égales aux sorties. Il y a de nombreuses sources de gains et de pertes d'eau au cours d'une journée. En moyenne, un adulte ingère un peu plus de 2 litres d'eau dans ses aliments ou en boisson. Si on y ajoute l'eau produite par la respiration cellulaire, cela fait un apport quotidien total d'environ 2 litres et demi. À part un petit volume perdu dans les selles, la principale source de perte d'eau de l'organisme est l'urine, et nous en produisons environ 1,5 litre par jour. Lorsqu'on souffle sur une vitre, on se rend très bien compte que nous perdons également de l'eau par la respiration. Et même lorsque nous ne transpirons pas, une certaine quantité d'eau s'évapore par notre peau. C'est ce qu'on appelle la perspiration. Ces pertes sont dites insensibles, puisque nous n'en sommes pas conscients. En résumé, nous perdons chaque jour autant d'eau que nous en ingérons. À l'équilibre, les entrées et les sorties sont donc d'environ 2,5 litres chez l'adulte. Une augmentation de l'apport en eau, par exemple lorsque vous ingérez plus que les 1,5 litres habituels, va perturber cet équilibre et entraîner une expansion hypoosmotique avec une augmentation du volume et une diminution de l'osmolarité plasmatique. Pour rétablir cet équilibre, il va falloir excréter ce surplus d'eau. L'adaptation sera la production d'une urine diluée avec une osmolarité inférieure à celle du plasma. À l'inverse, une forte transpiration lors d'une activité sportive intense entraînera une perte d'eau, car la sueur a une osmolarité inférieure à celle du plasma. Pour info, environ 40 millimoles par litre. Cette perte d'eau hypotonique entraîne une contraction hyperosmotique avec une diminution du volume et une augmentation de l'osmolarité plasmatique. Dans ces conditions, vous ne pourrez pas vous permettre de perdre de l'eau dans les urines. Au contraire, les reins retiendront l'eau dans votre corps et l'adaptation sera la production d'une urine concentrée avec une osmolarité supérieure à celle du plasma. Je vous rappelle que le plasma fait partie du milieu extracellulaire et que toute modification de son osmolarité a un impact direct sur le fonctionnement cellulaire. Comme nous venons de le voir, le maintien de l'osmolarité du milieu extracellulaire est obtenu en régulant la quantité d'eau qu'il contient. Autrement dit, l'équilibre hydrique de notre organisme sert à réguler l'osmolarité des liquides corporels. Dans ce cours, nous allons voir que cette osmolarité est maintenue constante grâce à la régulation de l'excrétion d'eau par les reins sous l'effet d'une hormone, l'hormone antidiurétique. Même si la moyenne se situe autour d'1,5 litre, la production quotidienne d'urine peut varier d'1,5 à 20 litres, car elle est directement proportionnelle à la quantité de liquide ingéré. En effet, notre consommation quotidienne de liquide est très variable. Par contre, la quantité de soluté que nous ingérons chaque jour varie très peu en conditions normales. Par conséquent, selon l'équilibre de masse, la quantité de soluté excrétée dans l'urine est égale à l'apport et est donc relativement stable. Cette stabilité des solutés dans l'urine fait que l'osmolarité urinaire est inversement proportionnelle au volume urinaire. Prenons le cas d'une personne qui ingère 1000 milliosmoles par jour, qui sont donc éliminés dans l'urine. En fonction de ce qu'elle aura bu, cette quantité pourra être excrétée aussi bien sous la forme de 100 milliosmoles par litre dans 10 litres d'urine que de 1000 milliosmoles par litre dans 1 litre d'urine, et ainsi de suite. En général, l'osmolarité urinaire peut varier de 50 à 1200 milliosmoles par litre chez l'homme. La régulation de la balance en eau de l'organisme est très précise puisque notre osmolarité plasmatique varie très peu, entre 280 à 285 milliosmoles par litre. Ceci est possible grâce à 3 mécanismes essentiels qui sont
la sécrétion d'hormones antidiurétiques, ou ADH, également appelée vasopressine, capable de modifier la perméabilité du tubule rénal à l'eau. Un rôle majeur du rein, qui permet de diluer ou de concentrer l'urine selon les besoins. Et finalement, le réflexe de la soif. L'hormone antidiurétique est en fait une neurohormone, car elle est produite par des cellules nerveuses situées dans une structure du cerveau dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'hypothalamus. C'est un centre de contrôle majeur qui intervient dans la régulation de nombreux paramètres physiologiques. Les neurones hypothalamiques projettent leur terminaison axonale jusqu'au niveau de l'hypophyse, une toute petite glande qui a à peu près la taille d'un petit pois et qui est située juste en dessous de l'hypothalamus à la base du cerveau. Plus précisément, les neurones sécréteurs d'hormones antidiurétiques se projettent dans la partie postérieure de l'hypophyse, également appelée neurohypophyse. L'hormone antidiurétique est d'abord synthétisée au niveau de l'hypothalamus, puis elle est emmagasinée dans des granules de sécrétion qui se déplacent le long des axones jusqu'aux terminaisons nerveuses situées dans l'hypophyse postérieure. Elle est libérée dans la circulation sanguine de l'hypophyse postérieure en réponse à la stimulation des neurones hypothalamiques. Cette figure illustre le mécanisme par lequel l'hormone antidiurétique modifie la perméabilité tubulaire à l'eau. Il faut d'abord vous rappeler que bien que la plupart des membranes cellulaires soient perméables à l'eau, celles des cellules principales du tubule contourné distal et du tubule collecteur ne le sont qu'en présence d'ADH. En fait, la membrane apicale de ces cellules, celle qui fait face à la lumière du tubule, ne possède qu'un seul type d'aquaporine, l'aquaporine 2. Et la quantité membranaire de ces aquaporines est régulée par l'hormone antidiurétique. Ainsi, en l'absence d'ADH, l'aquaporine 2 est stockée dans des vésicules cytoplasmiques, comme indiqué en 3 sur la figure. En 1, nous voyons que la fixation de l'ADH sur son récepteur V2 sur la membrane basale du tubule collecteur active une cascade de signalisation à travers une protéine G stimulatrice couplée à l'adénylate cyclase. La production d'AMP cyclique et l'activation de la protéine kinase A déclenchent alors la migration des vésicules de stockage de l'aquaporine 2 vers la membrane apicale avec laquelle elle fusionne. Cette exocytose permet l'insertion des aquaporines 2 dans la membrane et l'augmentation de la perméabilité à l'eau des tubules distales et collecteurs. Le syndrome du diabète insipide est caractérisé par l'excrétion de grandes quantités d'urine diluée. On parle alors de polyurie, et celle-ci peut atteindre plus de 4 litres par jour. Autrefois, les médecins goûtaient à l'urine afin d'identifier la cause de la polyurie. Ils ont donné à ce syndrome le nom de diabète insipide pour le distinguer du diabète sucré. Dans le cas du diabète sucré, la polyurie est due à la présence de glucose dans l'urine, également appelée glycosurie, ce qui crée une diurèse osmotique. Les causes du diabète insipide sont nombreuses. On retiendra le diabète insipide héréditaire dû à un défaut de la réponse rénale à l'hormone antidiurétique suite à des mutations du gène du récepteur à l'ADH ou de celui de l'aquaporine 2. Un diabète insipide peut également apparaître lorsque la sécrétion d'ADH est altérée par une lésion traumatique ou interne. Tant que l'ingestion d'eau est suffisante, ce syndrome n'a pas de conséquences sérieuses. Cependant, si l'apport en eau est insuffisant, comme cela peut arriver chez un patient inconscient ou comateux, une déshydratation grave peut rapidement se produire. Comme vous vous en doutez peut-être déjà, le principal stimulus de la sécrétion d'hormones antidiurétiques est une augmentation de l'osmolarité du liquide extracellulaire. Les changements de volume et d'osmolarité intracellulaire que cela induit activent des osmorécepteurs situés dans l'hypothalamus au voisinage des neurones sécréteurs d'hormones antidiurétiques. Les osmorécepteurs stimulent les neurones à hormones antidiurétiques, provoquant sa libération par l'hypophyse postérieure. L'hormone antidiurétique augmente la perméabilité à l'eau de la paroi du segment terminal du néphron, ce qui favorise la réabsorption d'eau et diminue son excrétion. Lorsque la réabsorption d'eau est suffisante pour rétablir l'osmolarité plasmatique, la sécrétion d'hormones antidiurétiques s'interrompt. Bien évidemment, l'inverse se produit lorsque le liquide extracellulaire devient hypotonique, par exemple en cas d'ingestion massive d'eau. Cette régulation réflexe de la circulation d'hormones antidiurétiques
est un bon exemple de boucle de rétroaction négative, tel qu'il en existe à plusieurs niveaux dans notre organisme. La boucle réflexe que nous venons d'examiner est de loin le facteur de régulation le plus puissant de sécrétion d'hormones antidiurétiques, puisqu'une augmentation aussi faible que 2% de l'osmolarité corporelle suffit pour induire une sécrétion maximale d'hormones antidiurétiques et donc pour faire passer l'osmolarité urinaire de 50 à 1200 milliosmoles par litre et le débit urinaire de 20 à 1 demi-litre par jour. Lorsque l'osmolarité extracellulaire chute en dessous de 280 milliosmoles par litre, la sécrétion d'hormones antidiurétiques est inhibée et son métabolisme la fait disparaître du sang en quelques minutes. Des facteurs hémodynamiques peuvent également stimuler la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Mais leur effet est moins puissant puisqu'il faut une chute d'au moins 10% de la pression artérielle ou du volume sanguin pour la déclencher. Ceci se fait à travers la stimulation des barorécepteurs du système à haute pression et des volorécepteurs du système à basse pression. Ces récepteurs sont beaucoup moins sensibles que les osmorécepteurs hypothalamiques, mais quand ils sont stimulés, ils envoient des signaux au centre vasomoteur du tronc cérébral et au tractus hypothalamo-hypophysaire afin de déclencher la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Indépendamment de l'osmolarité ou de la pression artérielle, d'autres facteurs peuvent influencer la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Par exemple, l'angiotensine 2, le stress émotionnel, la douleur, la nausée, la nicotine et certains médicaments stimulent sa sécrétion. Par contre, l'alcool, le facteur natriurétique auriculaire et là encore certains médicaments l'inhibent. Bien que la sécrétion d'hormones antidiurétiques soit le signal qui déclenche la réabsorption de l'eau dans le tubule rénal, celle-ci ne serait pas possible sans les mécanismes rénaux de dilution ou de concentration de l'urine, qui dépendent avant tout du gradient d'osmolarité présent dans l'interstitium médulaire. Sur ce schéma, nous pouvons suivre les changements d'osmolarité que subit le filtrat pendant qu'il traverse les différentes parties du néphron. Souvenez-vous que la réabsorption dans le tubule contourné proximal, en 1, est isoosmotique. Le filtrat entre donc dans l'anse de Henle avec une osmolarité d'environ 300 milliosmoles par litre et il devient de plus en plus concentré au fur et à mesure qu'il descend dans la médulaire, puis, lorsqu'il quitte l'anse de Henle, il est hypoosmotique avec une osmolarité d'environ 100 milliosmoles par litre. Nous avons rapidement vu lors du cours sur la réabsorption tubulaire que le gradient d'osmolarité de la médulaire rénale est dû aux différences de perméabilité et de réabsorption entre les branches descendantes et ascendantes de l'anse de Henle, telles qu'illustrées ici en 2. Dans les prochaines diapositives, nous allons essayer de comprendre exactement comment un tel gradient peut être créé et surtout maintenu en permanence dans l'interstitium médulaire. Le gradient médulaire rénal est en fait créé par un mécanisme de concentration à contre-courant. Pour bien comprendre ce principe, nous allons d'abord observer le fonctionnement d'un système de chauffage, dans lequel le tuyau d'arrivée d'air froid est placé juste à côté du tuyau d'échappement d'air chaud, de sorte que l'air qui entre dans la fournaise circule dans un sens opposé, mais à proximité de celui qui en ressort. L'air froid qui entre dans la fournaise est ainsi réchauffé par l'air chaud qui en ressort, et le petit gradient horizontal de température qui est créé entre les deux tuyaux, qui est de 50 degrés sur notre exemple, est multiplié au fur et à mesure que l'air descend vers la fournaise, ce qui aboutit à la formation d'un grand gradient longitudinal. L'air arrive ainsi à la fournaise avec une température élevée, ce qui augmente l'efficacité de cette dernière. Un système de concentration à contre-courant similaire est présent dans la médulaire rénale. Il est créé par la disposition anatomique particulière, en forme d'épingle à cheveux, de l'anse de Henle et de ses vaisseaux associés, les vasa recta. En effet, le liquide tubulaire qui descend dans la médulaire circule en direction opposée et à proximité de celui qui en ressort, et il en est de même pour la circulation du sang dans les vasa recta. Comme le système de chauffage que nous venons de voir,
la branche de Henle est un multiplicateur à contre-courant. Et la fournaise, entre guillemets, de ce système est le transport actif de NaCl dans la branche ascendante large de l'anse. Je vous remontre brièvement ce transport où un sympore situé sur la membrane apicale transporte un ion sodium, un ion potassium et 2 ions chlore en utilisant le gradient créé par la pompe sodium-potassium de la membrane basolatérale. La paroi de la branche large de l'anse de Henle transporte donc activement du NaCl mais est imperméable à l'eau. Comme l'eau ne peut pas suivre les solutés, la concentration osmotique du liquide interstitiel augmente et celle du liquide tubulaire diminue. C'est ce petit gradient horizontal initial d'à peu près 200 milliosmoles par litre entre les liquides tubulaires et interstitiels qui est multiplié verticalement le long de l'anse par la circulation à contre-courant. L'augmentation de la concentration osmotique du liquide interstitiel fait sortir de l'eau de la branche descendante dont la paroi est perméable à l'eau et elle y fait aussi entrer du sodium et du chlore selon leur gradient de concentration. La répétition de ce phénomène augmente l'osmolarité du liquide tubulaire au fur et à mesure qu'il descend vers l'extrémité de l'anse. Le gradient horizontal initial se trouve donc multiplié de façon longitudinale par la disposition à contre-courant. Lorsque le liquide contourne l'extrémité de l'anse et commence à remonter dans la branche ascendante, du chlorure de sodium, mais pas de l'eau, est expulsé du tubule, et le liquide tubulaire devient de plus en plus dilué au fur et à mesure qu'il s'approche du tubule contourné distal. C'est ainsi que le sodium et le chlore se trouvent retenus et recyclés dans la médullaire rénale. Pour bien comprendre ceci, il suffit de regarder la composition du liquide qui entre dans la médullaire et qui est d'environ 300 milliosmoles par litre, et celle de celui qui en ressort, qui est de 100 milliosmoles par litre. La différence nous montre bien que le liquide a perdu plus de soluté que d'eau lors de son passage dans l'anse. C'est cette quantité de soluté qui est retenue dans la médullaire et qui augmente son osmolarité. Si les vaisseaux sanguins de la médullaire ressemblaient à ceux du cortex, ils emporteraient tout simplement avec eux le NaCl expulsé de la branche ascendante de l'anse et le gradient médullaire n'existerait pas. Cependant, les vasa recta ont le même trajet que l'anse de Henle et forment des boucles en épingle à cheveux. Par conséquent, le sang qui descend dans la médullaire perd de l'eau et reçoit du NaCl en réponse au gradient d'osmolarité et à la différence de concentration en NaCl. Il devient donc de plus en plus concentré au fur et à mesure qu'il s'approche de l'extrémité de l'anse. En retournant vers le cortex, il traverse un espace interstitiel de plus en plus dilué, ce qui entraîne une entrée d'eau et une sortie de NaCl. Au final, le sang quitte la médullaire avec plus d'eau et de soluté qu'à son arrivée, mais ces échanges entre les vasa recta et le liquide interstitiel permettent de préserver le gradient médullaire. En effet, l'importance du gradient médullaire dans la production d'urine concentrée est capitale. Cette adaptation rénale s'est mise en place lors du passage de la vie aquatique à la vie terrestre, où l'économie de l'eau est nécessaire. Les mammifères ont résolu cette contrainte grâce à l'adaptation prodigieuse de leurs reins. Le fait de pouvoir produire une urine concentrée leur permet d'excréter dans une petite quantité d'eau tous les déchets métaboliques et les ions en excès. À cause de son système de multiplication longitudinale, la longueur de l'anse de Henle est un facteur déterminant de la grandeur du gradient médullaire. C'est ainsi que certains rongeurs du désert, comme le rat kangourou, peuvent se passer de boire. Certaines de leurs anses de Henle sont tellement longues qu'elles descendent jusque dans les urtères. L'eau produite par la dégradation et l'oxydation de leurs aliments suffit pour former leur urine, dont la concentration peut être 15 fois plus élevée que celle de leur sang. Chez l'homme, seulement 15% des néphrons ont de longues anses, d'environ 1 cm de long. L'osmolarité maximale pouvant ainsi être atteinte dans un rein humain est d'environ 1400 milliosmoles par litre. Si nous revenons à ce schéma, nous voyons que lorsque le filtrat quitte l'anse de Henle, il arrive dans le tubule contourné distal et dans le tubule collecteur avec une osmolarité diluée de 100 milliosmoles.
C'est à ce niveau que, sous l'action conjointe de l'hormone antidiurétique et du gradient médulaire, on va pouvoir se faire l'ajustement final de son osmolarité, qui pourra varier, comme on le voit en 3, de 50 à 1200 milliosmoles par litre. Ceci est possible grâce à l'organisation anatomique de ce dernier segment du néphron, qui fait que le tubule collecteur doit obligatoirement traverser la médulaire et son gradient osmotique pour atteindre la papille rénale. En l'absence d'hormones antidiurétiques, la membrane apicale des cellules du tubule contourné distal et du tubule collecteur est imperméable à l'eau. Celle-ci reste dans le tubule et le filtrat reste dilué. Le rein va alors éliminer une grande quantité d'urine diluée avec une osmolarité qui, si on prend en compte la petite quantité de soluté supplémentaire qui peut être réabsorbée à ce niveau, peut atteindre des valeurs très basses, de l'ordre de 50 milliosmoles par litre. L'élimination d'eau en excès par le rein est appelée diurèse. A l'inverse, en présence d'hormones antidiurétiques, les parois du tubule contourné distal et du tubule collecteur deviennent perméables à l'eau. Celle-ci va d'abord sortir du tubule contourné distal au niveau du cortex, attirée par l'osmolarité plus élevée du liquide interstitiel. Je vous invite à retourner regarder les valeurs sur le schéma de la diapositive 18 si nécessaire. Puis l'eau va être réabsorbée sous l'effet du gradient de concentration au fur et à mesure que le liquide tubulaire s'écoule dans le tubule collecteur et traverse la médulaire. Cette conservation de l'eau par les reins s'appelle antidiurèse. La conséquence en est la production d'une urine très concentrée avec une osmolarité qui peut atteindre des valeurs jusqu'à 4 fois plus élevées que celles du plasma. En appuyant sur les deux éléments de la légende de cette animation, vous pourrez visualiser ces mécanismes de dilution et de concentration de l'urine en absence et en présence d'hormones antidiurétiques. Pour terminer, nous allons rapidement regarder la contribution de l'urée au gradient médulaire. C'est l'osmole la plus abondante de l'urine, puisqu'elle n'est réabsorbée qu'en partie, au niveau du tubule contourné proximal. En présence d'hormones antidiurétiques, l'eau est réabsorbée dans le tubule distal et le tubule collecteur cortical, qui sont imperméables à l'urée. La concentration de cette dernière dans le filtrat urinaire augmente donc proportionnellement. Cette augmentation de concentration facilite son passage dans l'interstitium de la médulaire, car à ce niveau, le tubule collecteur devient très perméable à l'urée et il l'est encore plus en présence d'hormones antidiurétiques. Bien qu'une partie de l'urée soit ainsi réabsorbée, sa concentration reste malgré tout forte dans le liquide tubulaire et finalement dans l'urine excrétée. Ce mécanisme contribue de façon substantielle au gradient dans les zones profondes de la médulaire et donc à la concentration de l'urine. Ceci est confirmé par le fait que les sujets ayant un régime riche en protéines ont une capacité de concentration de l'urine plus importante que ceux dont l'apport protéique est faible. Un petit quiz avant d'aborder la dernière partie du cours. Et voici la réponse que je vous laisse lire librement. Bien évidemment, il est rare que l'on passe 24 heures sans boire, et ceci nous amène au dernier mécanisme régulateur, la soif. En fait, si l'on passe 24 heures sans boire, la première chose que l'on remarque, ce n'est pas la diminution du volume urinaire, mais bien sûr la soif. Ce mécanisme est essentiel car la réabsorption d'eau par les reins sous le contrôle de l'hormone antidiurétique ne peut rien faire pour réparer une perte de volume liquidien. Seule l'ingestion ou la perfusion d'eau peuvent remplacer celle qui a été perdue. La prise de liquide est fonction de la soif, qui est également régulée par des osmorécepteurs situés au niveau de l'hypothalamus, dans le centre de la soif. Ce centre se situe dans la même région qui régule la sécrétion d'hormones antidiurétiques, et les osmorécepteurs des deux régions fonctionnent selon le même principe. De plus, plusieurs facteurs qui stimulent la sécrétion d'hormones antidiurétiques déclenchent également la sensation de soif, c'est-à-dire le désir conscient d'eau. À ceux-ci, on peut ajouter la sécheresse de la bouche qui déclenche la soif et la distension de l'estomac qui l'inhibe. Voilà, ce cours est terminé et si vous avez présentement soif, je vous encourage à faire une petite pause pour vous désaltérer. Votre osmolarité plasmatique et par conséquent votre osmolarité extracellulaire s'en porteront d'autant mieux.